toutes, bienvenue sur Entretien d'Afrique qui reçoit pour vous le professeur bénino-canadien Richard Boni Ourou. Avec lui, nous parlerons de la cherté de vie, de la participation de l'opposition aux législatives de janvier prochain au Bénin et plein d'autres sujets croustillants de l'actualité nationale et internationale. Professeur, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, tout le plaisir pour moi. Je rappelle que l'émission a été organisée depuis le Canada où vous nous recevez maintenant dans un pays de la sous-région ouest-africaine. Pour animer cette émission, je suis accompagné de Aboubakar Takou, journaliste à Béninois Libéré Télévision. Aboubakar, bonjour. Bonjour, cher confrère. Professeur, avant que vous ne soyez professeur, vous avez occupé un certain nombre de postes dans votre vie. Dites-nous concrètement qui est Richard Boni. Merci beaucoup. Je voudrais qu'il n'y ait pas de décalage. En fait, quand vous parlez d'avoir occupé des postes, je voudrais simplement que les téléspectateurs comprennent très bien que je n'ai pas occupé des postes administratifs, comme on peut l'amener à le penser, mais j'ai été entrepreneur. Et le fait que vous le relevez, c'est la première fois qu'un journaliste le relève, et c'est la preuve d'ailleurs que le journaliste qui est en face de moi, M. Abkatakou, me connaît très bien. J'ai été un entrepreneur, je ne l'ai pas été, l'entrepreneur qui est en moi n'est jamais mort. Je suis un très bon entrepreneur et malgré aujourd'hui que je cumule cela avec un poste plus administratif, je demeure toujours un entrepreneur. L'actualité aujourd'hui au Bénin, c'est la cherté de la vie. Les membres du gouvernement ont fait des tournées dans presque tous les départements de notre pays pour parler des causes et des conséquences à la population. Dites-nous, quel est votre avis par rapport aux réelles causes de cette situation que le Bénin vit? Les causes de la cherté de la vie aujourd'hui sont multiformes. Il faut le rappeler, mais il faut déjà commencer par dire que, parce que vous avez dit tout à l'heure que les membres du gouvernement ont fait une tournée gouvernementale dans le but de pouvoir expliquer aux populations quelles sont les causes de la cherté de la vie. Je dois relever qu'il ne revient pas au gouvernement d'exposer des problèmes, mais plutôt de trouver des solutions. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, en démocratie représentative, on élit un représentant, celui-là qui a proposé des solutions, à même de pouvoir changer le quotidien des personnes. Par conséquent, il ne revient pas au gouvernement d'aller vers les populations et leur dire, bon, nous avons des problèmes. Et c'est d'ailleurs, pour revenir un peu sur le sujet, c'est d'ailleurs ce qui se fait tous les jours dans la presse, tous les matins. On rappelle tous les matins que le gouvernement ne fait que créer des problèmes. On parle de la dette au quotidien. Donc, il ne revient pas au gouvernement d'aller relever les problèmes, mais plutôt d'apporter des solutions. Maintenant, concernant la cherté de la vie elle-même, comme je l'ai dit, ces causes sont multiformes. L'une des premières causes qu'on manque aujourd'hui de relever, parce qu'on fait beaucoup preuve d'amnésie au pays, et d'ailleurs le gouvernement même, toujours dans son sens de mauvaise foi, fait semblant de l'oublier, mais ça a commencé par cette casse-là, sauvage, qui a commencé sous le faussement intrépide de M. Tobala, qui a conduit la casse des bonnes dames au bord des routes. Tout ça aussi a contribué aujourd'hui à la cherté de la vie, parce que par effet d'entraînement, quand vous repoussez les bonnes dames, vous détruisez l'économie locale, eh bien, ces personnes-là qui aujourd'hui sont repoussées pratiquement en périphérie de leur centre d'intérêt primordial, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont reporter leur transport, tout leur déplacement sur la prestation qu'ils vont vous donner désormais. Donc, ce qui fait déjà de l'inflation dès le départ. Maintenant, à cette cause-là s'ajoute aujourd'hui la guerre, donc d'abord la COVID-19, puis la guerre Russie-Ukraine. Toutes choses qui ont contribué à aggraver davantage la cherté de la vie. Maintenant, qu'est-ce que le gouvernement devrait faire? C'est de trouver des solutions, c'est de réduire ou geler les processus de développement tels que les routes et certains programmes qui ne sont pas très urgents pour le développement, pour le quotidien des Béninois, et de trouver des moyens de subventionner des filières agricoles, de subventionner des produits de première nécessité, ou de carrément transférer de l'argent, comme cela se fait par exemple au Sénégal, pour pouvoir donner un peu de souffle aux populations et maintenir le rythme de consommation pour ne pas faire tomber l'économie. Donc c'est tout un processus qu'il faut mettre en place. Il ne faut pas se lever et puis commencer à se balader. Il ne faut pas que ceux qui sont rassasiés aillent expliquer à ceux qui ont faim pourquoi est-ce qu'ils ont faim. C'est gauche. Donc, selon vous, M. Richard Boni, si vous étiez président de notre pays, vous n'allez pas initier une telle sortie des ministres pour expliquer aux populations et les pousser à la résilience,
à laquelle nous sommes tous invités pour faire face à cette difficulté qui, ma foi, selon ce que nous apprenons, ne dépend pas seulement du fait du gouvernement béninois. La résilience en période de crise est une fausse notion. Personne ne peut être résilient quand il a faim. Mais si moi j'étais président de la République, comme vous me le souhaitez, je prends d'ailleurs, si j'étais président de la République, je n'enverrais pas mes ministres expliquer dans de grosses 4x4, expliquer aux pauvres populations pourquoi est-ce qu'ils ont faim. Mais j'enverrais les ministres leur dire ce que nous sommes en train de faire, les solutions que nous sommes en train de trouver, et en même temps leur proposer des solutions sur place pour atténuer leur souffrance. Mais aller dire aux gens, mettre du gasoil ou de l'essence dans de grosses 4x4 climatisées avec des garde-corps, payer des frais extra à des gens et pour aller dire pourquoi est-ce que d'autres personnes ont faim, je trouve que ce n'est pas ça la solution, c'est plutôt le problème. Ça, je pense que c'est une vue d'opposant, sinon que sur le terrain, cette délégation n'ont pas fait que démontrer aux gens combien ils ont faim, mais ils ont au moins eu l'attitude d'expliquer aux populations les mesures qui sont en cours pour atténuer cette situation grave dont nous vivons aujourd'hui. La vue d'opposant dont vous parlez a sa légitimité parce que au moins 90% des Béninois aujourd'hui pensent comme moi. Parce que le rôle de l'État, ce n'est pas de venir révéler des problèmes, mais d'apporter des solutions. Et à partir du moment où vous avez apporté des solutions, vous n'avez pas besoin d'aller expliquer les solutions que vous apportez. Les solutions se sentent automatiquement sur le quotidien des personnes. Le gari est à combien aujourd'hui? Le coulis est à combien? Le kilo de maïs, il est à combien? Vous n'avez pas besoin d'aller expliquer aux gens que le kilo de maïs a baissé de 25% ou qu'il a baissé de 50%. Dès que les gens vont au marché, ils trouvent en même temps le kilo. Donc, quand il y a un problème et que vous avez la solution se fait sentir. On n'a pas besoin forcément d'aller faire des déplacements à coût de millions pour aller expliquer les solutions qui sont apportées. La presse sert à quoi à ce moment-là? L'opposition, vous en êtes un membre, fait, me semble-t-il, un procès en sorcellerie contre le chef de l'État, disant que c'est le fait de Bénin Contrôle qui a la hausse de certains prix. Est-ce que vous partagez cet avis? Je pense que l'opposition a tout à fait raison de faire ce procès-là, qui n'est pas un procès en sorcellerie, mais qui est un procès tout à fait objectif, parce que le chef de l'État aujourd'hui est le président de tout et pratiquement le chef d'entreprise de tout aussi. Par conséquent, s'il avait réellement à cœur d'aider les Béninois, eh bien, il aurait pu geler quelques intérêts au sein de Bénin Contrôle afin de pouvoir favoriser l'importation des produits, puisque nous dépendons beaucoup. Comment vous êtes économiste, vous avez des clés que nous y aurons. Comment j'ai... C'est très facile. Le chef de l'État, si par exemple, il perçoit sa marge de bénéfice déjà, qu'il essaie de geler sa marge de bénéfice, c'est pas compliqué. Il gèle sa marge de bénéfice même de 50%, ce qui va déjà baisser le transport à l'entrée de certains produits et ça permettra en ce moment-là, par effet d'entraînement, ça permettra aux grossistes de baisser aussi leur prix, puisque si le prix de revient d'un produit qui était à 25 000, vous y revient désormais à 22 500, ça veut dire que vous pouvez baisser vous-même avant tout. Donc, par effet d'entraînement, jusque dans l'assiette du petit peuple, il y aura une baisse relative. Donc, le chef de l'État, il tient une des clés de la solution, mais qui ne veut pas lâcher tout simplement parce qu'il ne veut pas lâcher ses intérêts. Or, il peut très bien geler ses intérêts et permettre aux populations d'avoir du souffle pendant cette période de crise-là. C'est votre avis? Le gouvernement n'est pas resté les bras croisés face à cette situation, puisque lors des tournées, ils ont expliqué à la population les mesures d'atténuation qu'ils ont prises à l'interne. Alors, quand vous suivez un peu les canaux de communication à Cotonou, au Bénin, vous verrez que la population est satisfaite parce qu'on leur a expliqué les causes réelles. Et puis, la population est dans une certaine attente de ce que la guerre entre la Russie et l'Ukraine va bientôt terminer pour que les choses aillent au mieux. Alors que vous parlez de geler les fonds afin que ça puisse avantager la population. Je pense que quand on regarde un peu, le gouvernement a subventionné. Vous ne le voyez pas du tout. Vous savez, ce qui me fait plaisir dans ce que vous venez de dire, et qui révèle d'ailleurs l'état d'esprit de la presse que vous êtes, c'est que
vous dites, quand on lit les canaux de communication, dont vous parlez bien évidemment de la presse, donc vous dites, quand on lit les canaux de communication, on voit que les populations sont satisfaites. Mais moi, je ne lis pas les canaux de communication, je ne suis pas la vérité officielle. Je parle aux populations directement. Vous n'oubliez pas que je suis Richard Bonigorou, j'ai de la famille au Bénin, je suis béninois. Je parle avec de la famille au Bénin, je parle avec des amis, je parle avec des cousins, je parle avec des beaux-frères, je parle avec presque beaucoup de personnes, et j'ai 32 000 personnes qui me suivent sur Facebook. Donc je parle avec vous. Moi, je vais au contact des populations. Je ne suis pas le genre de personne qu'on paye à partir du palais de la République pour dire ce qu'il faut dire. Par conséquent, je vais juste vous rappeler que quand les populations, entre ce que les populations disent et ce qui se rapporte dans la presse, il y a un décalage. Et moi, je ne m'en tiens pas à la vérité officielle, comme je vous l'ai dit. Je m'en tiens aux propos des Béninois, je m'en tiens aux chiffres, je m'en tiens aux faits. Et aujourd'hui, le prix du gari, depuis que la crise est survenue, le prix du gari n'a pas monté, le prix n'a pas diminué, le prix du kilo de maïs n'a pas diminué, le prix de l'huile n'a pas diminué. Alors, quel secteur est-ce que le gouvernement subventionne? Je vais vous rappeler d'ailleurs que le prix du pétrole a augmenté, le prix de l'essence a augmenté, le prix de l'électricité a augmenté. Par conséquent, je parlais la dernière fois, quand le ministre des Finances, Romuald Wadani, est sorti et qu'il a dit que nous faisons face à une crise, à une inflation par la demande. L'inflation par la demande, suppose que après la Covid-19, quand on a relancé l'économie, puisque l'économie a été en berne pendant un moment, donc après la Covid-19, quand on a relancé l'économie, ça suppose que quand on relance une économie, il y a beaucoup de demandes. Donc quand il y a de la demande, et comme il y avait une crise qu'on est en train de traverser, qui n'était pas totalement finie, il y a beaucoup d'usines qui ont été à l'arrêt. La main-d'œuvre n'a pas suivi. Donc, la demande, à l'ouverture des bars, de tout ce que vous voulez, il y a une forte demande, mais la demande n'a pas rencontré l'offre. Par conséquent, dès que les produits sont rares, il y a une crise inflationniste parce que les gens vont devoir payer plus cher pour la production. Donc, c'est ce qu'on appelle l'inflation par la demande. Mais l'inflation par la demande suppose qu'il y a une augmentation du revenu. Or, pourquoi je dis qu'on ne peut pas expliquer cette crise-là par l'inflation que subit la population aujourd'hui à cause de la demande, c'est qu'il n'y a pas de revenus, il n'y a pas d'augmentation de revenus pour les populations. Les populations sont davantage pauvres. Ce qui suppose que la crise, elle est encore plus profonde. Elle a commencé, comme je vous l'ai dit, par les casses. Elle a commencé par les taxes qui ont été formulées désormais, qui tuent les TPE-PME. Elle est accentuée par la guerre que fait Patrice Talon contre les opposants, ou les délits d'initier, le conflit d'intérêts dans le domaine des affaires, ou pratiquement aujourd'hui, si vous regardez, dans le domaine des affaires, il y a carrément une émigration économique. Beaucoup d'hommes d'affaires, on quitte le pays, ils s'en vont, ils ramassent leur argent. Donc, on vide le pays de la liquidité. Quand vous videz le pays de la liquidité, qu'est-ce qui arrive? Vous avez une crise économique d'origine financière. Parce qu'il faut de l'argent liquide pour faire circuler l'économie. L'économie, c'est la somme des transactions. Donc, s'il n'y a pas de transactions, il n'y a pas d'économie. Pour qu'il y ait de la transaction, il faut qu'il y ait du revenu. Les gens n'en ont plus. Moi, je vis au Canada et je vais vous dire, tous les matins, il y a des Béninois qui nous appellent pour dire, écoutez, est-ce que j'ai mon fils ou j'ai un parent qui est au Canada, est-ce que vous pouvez lui déposer de l'argent sur son compte? Moi, je remets ça à quelqu'un au Bénin. Donc, les gens sortent de la liquidité du pays. Dès que l'économie se vide de liquidité, qu'est-ce qui reste? Les TPE-PME sont en train de mourir aujourd'hui. Donc, la crise qu'il y a aujourd'hui, elle a son origine à partir même des politiques qui ont été mises en place, les réformes économiques qui ont été mises en place. L'orientation des réformes ne sont pas favorables au secteur des affaires. Ajoutez à ça maintenant la boulimie politique de Patrice Talon qui fait sortir pour les hommes d'affaires. Donc, il y a un problème existentiel, il y a un problème réel qu'il faut régler sur le plan politique, sur le plan économique, et non de remettre tout sur le dos de la crise internationale. Non. Le directeur de l'Agence nationale de l'emploi, je vois bien, Ahmed Bidji, a dit récemment que le Bénin n'avait pas un point de chômage, que nous étions à 2% de taux de chômage, j'espère. Vous qui êtes au fait de ces chiffres, qu'est-ce que cela vous explique? Qu'on apprenne que le Bénin est d'une situation meilleure à celle de la Suisse, du Canada même,
des États-Unis, ça vous explique quoi? Quand on prend dans la règle, ce qu'il dit est vrai. Si on s'en tient aux chiffres, et encore que ces genres de choses, chômage, taux d'emploi, taux d'activité, ne sont pas très valables dans notre contexte, puisque les gens travaillent beaucoup plus au noir qu'en vrai. Et c'est là où je dis toujours, c'est que quand on veut réformer une économie, la première chose, ce n'est pas forcément de mettre en place des politiques fiscales pour contraindre les gens tout de suite, comme une police, à aller commencer par payer de la fiscalité. C'est d'abord de stimuler les gens, de stimuler l'économie. Et une fois que l'économie est florissante maintenant, vous mettez en place des balises pour pouvoir prendre de l'argent. Et là encore, il faut stimuler les gens pour pouvoir accroître la population fiscale. Il faut donner de l'os au chien pour pouvoir l'attraper. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont totalement mis la charrue avant les bœufs. Dès qu'ils sont rentrés avec Romuald Ouattara, ils ont mis en place des politiques fiscales assez rigides. Et du coup, ceux qui avaient déjà des complaisances avec la fiscalité, et qui, malheureusement, avaient beaucoup de liquidités sur eux, ont commencé par vider le pays en liquide. Aujourd'hui, quand tu dis qu'il y a 2%, oui, bon, si on s'en tient aux règles du Bureau international du travail, il a raison de le dire. Mais c'est de mauvaise foi que de dire que que nous sommes à 2% d'emploi, parce qu'en disant ça, il compte aussi les sous-emplois. Il y a 90% de personnes aujourd'hui qui sont activement employées, mais qui sont en sous-emploi. C'est comme un type, par exemple, qui gagne 5 000 francs par mois. On peut dire normalement, il n'est pas au chômage. Mais c'est un sous-emploi. Il ne rentre dans aucune statistique salariale. Donc, on ne peut pas, c'est avoir de la mauvaise foi que de dire que ce type-là, par exemple, il est employé, on le sort des statistiques du chômage. C'est de la mauvaise foi. Vous êtes trop dur. Non, je ne suis pas dur, je suis juste réaliste. Monsieur Boni, avant d'évoluer et d'aborder l'autre volet de notre entretien, je voudrais savoir, en tant que sachant, quelles solutions préconisez-vous pour juguler la crise que le Bénin gère actuellement? D'abord, il faut que Patrice Talon baisse un peu sa boulimie politique du pouvoir. Il faut qu'il se dise... Le mot là n'est pas trop dur. Hein? Ça dépend de comment est-ce qu'on voit ça. Il faut qu'il baisse un peu sa boulimie du pouvoir. Il faut qu'il se dise que la diversité, comment on appelle, la démocratie ne sont pas des notions ou des formules qui sont contre lui. Au contraire, ce sont des formules qui le protègent. Parce qu'une justice démocratique, une justice normale aujourd'hui dans un régime démocratique le protégerait mieux. Puisque même rien ne lui dit qu'après le pouvoir, qu'il pourra mettre en place, qu'il pourra mettre Romuald Ouattara au pouvoir ou Benochi ou je ne sais pas qui d'autre, un de ses cousins. Rien ne lui dit ça. Et même si c'était le cas, on a vu en Angola, c'est son bon petit, comme on le dit dans le langage vulgaire ivoirien, c'est son bon petit qui est au pouvoir. Mais malgré ça, qu'est-ce qui s'est passé? Et le cas, il y a au Niger aussi, où le président est obligé de sortir du pays. Donc, les cas sont édifiants. Pourquoi? C'est pour ça qu'on parle de démocratie. Alors, dès que nous parlons de démocratie, par exemple, ou que nous parlons de revoir les réformes économiques, tout le monde pense que ça veut totalement dire que dès que nous venons au pouvoir ou dès que nous avons pignon sur rue et que nous avons la liberté d'expression dans le contexte démocratique ou dans le débat public, c'est pour demander à Patrice Talon de revoir totalement tout ce qu'il a fait, de remettre tout ce qu'il a fait en cause. Non, ce n'est pas le cas. Vous savez, c'est le célèbre Camus qui a dit, ce n'est pas parce qu'il y a urgence qu'il faut défaire la République ou participer à ce que celle-ci se défasse. Non, ce n'est pas ce que nous voulons. Il y a urgence, certes, mais nous ne voulons pas jeter le bébé et l'eau du bain. Il faut pouvoir trier dans tout ce qui est fait, ce qui est bon. On ne peut jamais dire, ce serait malhonnête de dire que tout ce que Patrice Talon a fait depuis 6 ans bientôt est mauvais. Non, ce n'est pas ce que nous sommes en train de dire. Alors moi, j'aimerais vous entendre dire ce que Patrice Talon a fait de bien. Il y a certainement de bonnes choses. Quoi, par exemple? Quand on prend aujourd'hui l'administration aujourd'hui est régulée de sorte à ce qu'il y a moins de corruption dans le domaine administratif. Mais il ne faut pas
confondre. Il y a certainement, au niveau des petits employés, il y a qui rançonnent, il y a certainement moins de rançonnement, il y a un délai de traitement qui est beaucoup plus rapide. Il y a comme une sorte de formalisme dans l'administration qui rend service aux usagers. Mais il ne faut pas confondre ça avec le fait que ceux qui sont au-dessus soient aussi dans cette dynamique-là. Il y a une forme de corruption, mais qui est aujourd'hui beaucoup moins accessible à tout le monde. Donc, il y a quand même ces bonnes choses-là. Mais le problème dans ce genre Et les infrastructures routières. Bon, les infrastructures routières, c'est discutable, je vous en prie. Comment? Parce que ce n'est pas... Je dis souvent ça. Vous savez, à partir de 1990, la Banque mondiale, le FMI, ont commencé par injecter beaucoup de milliards dans nos économies. Et en injectant ces milliards-là, qu'est-ce qu'ils ont prétendu? Ils ont expliqué à nos dirigeants que le fait de commencer à développer des infrastructures, que ça permettait de relancer nos économies. Parce que la raison pour laquelle il y a eu la démocratie, c'est parce qu'il y a eu une faillite économique des anciens dirigeants. Donc, il y a eu le taux de chômage a augmenté, les revenus ont baissé, la consommation a baissé. Donc, tout était pratiquement à l'arrêt. On a appelé ça une faillite économique et une faillite politique. Bon, alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Donc, il fallait relancer la machine. Pour relancer la machine, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver des mécanismes qui permettent de relancer non seulement l'emploi, de donner du revenu aux populations, mais en retour, que les populations puissent consommer, ça permet de prendre de l'impôt non marchand, donc de la TVA et tout le reste. Et l'État qui donne des marchés à des compagnies, ça permet aussi à l'État de tirer de l'impôt. Alors, tout ça permet à l'État, à ce moment-là, de payer ses dettes. Donc, c'est comme ça qu'on a vendu le développement des infrastructures à nos dirigeants. Mais le vrai problème, c'est quoi? C'est que quand vous prenez une route, par exemple Cotonou-Panako, qu'est-ce qu'il y a à l'époque? C'est qu'on donne le contrat, on va prendre quelques milliards auprès du FMI, on donne le contrat à Colas. Par exemple, Colas, qu'est-ce que Colas fait? Les grands ingénieurs, ceux qui absorbent 70% de ce budget-là, sont français, maintenant c'est des Chinois et autres. Or, ceux-là, ce sont eux qui sont chèrement payés. Ceux qui sont petitement payés, ce sont nos frères et autres qui creusent les routes. Et à l'époque, vous entendez souvent nos projets. Mais ce qui se passe, c'est que dès que le projet, avant que le projet ne prenne fin, pendant que le projet est en cours, qui dure environ 18 mois, pendant que le projet est en cours, c'est que le gars, ils ont trouvé beaucoup d'argent, donc il va aller acheter une nouvelle moto, il va commencer à mettre de l'essence. Le type qui vend de l'essence au bord de la route, lui, qu'est-ce qu'il a? Il va dire, écoute, il y a de la demande. Donc, pour faire face à cette demande-là, il ira prêter l'argent au PATME ou au PATME pour pouvoir augmenter sa capacité de vente. De même, pour la dame qui vend du pain, ils vont aller chercher un deuxième bureau, troisième bureau, les femmes iront faire leurs cheveux et autres. Mais à partir de 18 mois, à peu près, quand le projet commence à s'épuiser, ces gens-là, on les vire. Ce sont les grands, les ingénieurs qui restent maintenant, qui regardent si tout va bien, et la dureté, les assurances et autres. Ces gens-là, quand on les vire, qu'est-ce qui arrive? Le type qui a pris l'argent chez PAPME, lui, ses charges demeurent. La dame qui allait prendre sa tante, sa cousine au nord, parce qu'elle a vu que beaucoup de gens viennent acheter du lignant pilé, la prestation a diminué, mais sa cousine, elle est toujours là, elle est toujours payée 30 000, 50 000. Alors désormais, qu'est-ce qu'elle fait alors? Votre consommation de 100 francs va diminuer. Parce qu'elle va défalquer ses charges de votre consommation. C'est ce que nous appelons la rediflation. Donc, qu'est-ce que les gens ont fait? Et ça a permis au FMI, à la Banque mondiale, de nous maintenir dans leur NAS jusqu'aujourd'hui. Parce que dès que ce projet-là meurt, on vous dit, mais vous n'avez pas encore trouvé encore, et puis vous trouvez encore d'autres projets. Donc, on rentre dans un cycle vicieux avec ces projets-là. Or, on aurait pu former, à coût de beaucoup de milliards, nos propres concitoyens pour avoir une relève de qualité. Pour les métiers de l'avenir. Aujourd'hui, combien au nord là-bas, l'Internet, c'est quelque chose de fabuleux. Le Wi-Fi, c'est quelque chose de fabuleux. Ça permet de rejoindre des gens aux îles Mouk Mouk.
Donc, les gens, beaucoup de TPE, PME peuvent offrir leurs services par Internet. On peut vendre de la tomate à Parakou et rejoindre un client qui est à Sakété, rien que par Internet. Donc, on peut former les gens à des métiers de base comme ça qui permettent de faire la connectivité entre les populations pour pouvoir développer l'économie. Mais déjà, à cause de la politique, l'Internet est très cher au Bénin. Et même quand vous êtes sur Internet, il y a une loi qui ne permet même pas aux gens de bien s'expliquer. Par conséquent, les gens même qui devraient venir sur Internet pour proposer des produits se sont rétractés. Donc, il y a beaucoup de choses. La crise que nous vivons aujourd'hui a ses origines, ses causes dans beaucoup de petites politiques, dans beaucoup de petits gestes maladroits qui ont été commis juste parce qu'on veut maîtriser le secteur, on veut maîtriser l'économie pour pouvoir maîtriser les populations et savoir qui fait rentrer quoi dans le pays, qui donne quoi à qui. Mais quand vous faites ça, c'est bien, ça sert la politique pendant un moment, mais ça ne sert pas l'économie. Et si ça ne sert pas l'économie, ça ne sert pas la société. Si ça ne sert pas la société, vous êtes foutu. Alors, professeur, l'autre manche de notre entretien, c'est bien sûr la participation de l'opposition aux élections législatives prochaines de janvier. Dites-nous, quelle est la marge de manœuvre dont dispose l'opposition afin d'avoir la majorité à l'Assemblée nationale? Comme je l'ai dit plusieurs fois, aujourd'hui, en termes de politique, il y a une frustration qui est beaucoup larvée. La frustration, elle est larvée juste simplement parce qu'il y a beaucoup de mécanismes qui ont été mis en place au niveau de la justice, au niveau de la police, qui mettent de la pression et qui font reculer les plus rebelles. Et pour dissuader les gens de s'exprimer, de marcher, on a pris leur leader qu'on a mis en prison. Est-ce qu'on a besoin d'avoir des plus rebelles dans un pays? Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que, vous savez, il n'y a pas de social sans contrainte. Et au contraire, la rébellion vous arrange. Parce que c'est parce qu'il peut y avoir, quand je parle de rebelles, faut pas, don't get me wrong. Je ne parle pas des gens qui ont des armes, je ne parle pas des Guillaume Soro. Nous ne voulons pas des forces nouvelles au Bénin. Mais quand je parle de rebelles, je parle de personnes comme moi, par exemple, qui, avec une sécurité juridique, peut amener peut amener une autre face de la critique, peut critiquer, mais de façon assez constructive, encore qu'aucune critique de construire des ponts, mais je peux apporter des matériaux dans un débat qui permet de voir la chose d'une autre façon. Mais ce n'est pas forcément parce que je dis que Patrice Talon, il a une mauvaise façon de faire de la politique, parce qu'il est ultra-libéral, parce qu'il est de droite, et que moi je suis de gauche, parce que je dis ça, que je veux que demain matin, on le vit et que moi je vienne prendre sa place. Encore que si on prend sa place, vous voudrez dire que le président Talon n'accepte pas les critiques? Mais s'il acceptait les critiques, pourquoi tout le monde est en prison? S'il acceptait les critiques... Je pense que si tant est que le fait qu'il refuse la critique et laisser les gens de l'opposition aller en prison, je crois que c'est le terreau qui devrait permettre à l'opposition de prendre sa revanche aux prochaines législatives, à partir du moment où c'est plus que acté aujourd'hui que l'opposition participera aux élections législatives. Je suis d'accord que l'opposition puisse participer aux élections législatives à venir. Mais vous savez, on ne peut pas dire que le fait que Patrice Talon bâillonne l'opposition, met ses leaders en prison, est une source de motivation supplémentaire pour l'opposition, du moins pour les gens pour l'opposition qui est restée au pays, pour que ces derniers soient encore plus furaces. Non. Ça, c'est leur faire un mauvais procès. Tout simplement parce que nous sommes dans un pays aujourd'hui où il n'y a pas de social. Ce n'est pas comme si toi, en tant que père de famille, tu te retrouves en prison, ton fils ou ta fille peut aller faire un crédit auprès du gouvernement, comme ça se fait au Canada. Moi, j'ai encore ma dette d'étudiant à payer, comme ça se fait au Canada, pour continuer à aller à l'école, ou que, minimalement, il y a un minimum social qu'on donne aux gens par mois pour rééquilibrer soit leurs revenus, ou carrément pour leur permettre de quoi consommer. Il n'y a pas ça. Donc, nous sommes dans un pays où, dès que le père ou la mère de famille, elle est en prison, la famille tombe. Par conséquent, si vous mettez une ou deux personnes en prison, c'est déjà assez pour dissuader les autres, pour se taire. Et c'est ce que Patrice Talon est en train de faire. Donc, dit à l'opposition aujourd'hui, oui, mais vos gens sont en prison, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas davantage furax? C'est comme si moi, on me demande, mais pourquoi toi tu fais de l'opposition et puis tu restes dans un pays de la sous-région et tu ne rentres pas au pays? Je vous dirai, mes chers amis, parce que j'ai une famille à nourrir. Donc, oui, l'opposition
on a tout fait pour la dissuader. On a commencé par voter une loi de dissolution au début de l'ère Patrice Talon sous le fallacieux prétexte qu'il faut réformer les partis politiques et qu'il faut en avoir deux. Malheureusement, aujourd'hui, j'ai vu que vous n'êtes pas très content, mais vous devez quand même reconnaître qu'on a plus de 10 partis politiques aujourd'hui. Mais alors, raison de plus que raison de plus pour dire que cette loi-là, non seulement elle est mal pensée, mais elle n'a pas abouti à rien. Alors, pourquoi avoir mis autant de milliards dans une réforme et faire autant de mal, mettre des gens en prison pour finalement que dalle? C'est là le problème. Mais tant que l'élection elle est inclusive, n'est-il pas le moment opportun? C'est prétentieux de dire que maintenant que l'élection elle est inclusive, rien ne prouve que Patrice Talon fait une élection inclusive. Patrice Talon a dit dans ce pays, pendant qu'il prêtait serment, qu'il ferait un mandat. Il en a fait 2. Donc, c'est très prétentieux et c'est même crédule. Permettez-le-moi, ce n'est pas une insulte, de dire qu'on peut prendre Patrice Talon au mot et que Patrice Talon respecte sa parole. Moi, j'ai tous les matériaux aujourd'hui pour ne pas dire que Patrice Talon, ou dire que Patrice Talon est quelqu'un qui ne respecte pas sa parole. Donc, dire que oui, parce que Patrice Talon dit, encore qu'il ne l'a pas dit, c'est un soi-disant, comment est-ce que vous l'appelez déjà, médiateur de la République, qui dans la République, en réalité, ne veut pas dire grand-chose, qui impose qu'on appelle encore, je ne sais pas, tous ces conneries que Yahi Boni a créées, mais permettez-moi de le dire comme ça, qui continue, qui n'a aucun rôle constitutionnel, qui continue. Il a reçu récemment tous les leaders politiques avec qui ils se sont... Mais c'est comme moi, je reçois beaucoup de leaders politiques, mais ça n'a aucun effet. Vous pensez que partir un petit boubou et puis recevoir des leaders politiques, ça a un effet, et puis encore devant un monsieur aussi Tébéra qui est Patrice Talon. Si on suppose que ces élections seraient inclusives, quels sont vos atouts, vous, de l'opposition, pour ravir la vedette à la mouvance cette fois-ci? Vous savez, aujourd'hui, 82% des Béninois sont de l'opposition. Vous avez quelle statistique pour l'avouer? Regardez l'élection présidentielle passée. Comme le taux de participation, il est révélateur. À peu près 82% des Béninois sont de l'opposition. Donc aujourd'hui, n'importe qui de l'opposition, si il n'y a pas de pression sur l'opposition, pression de différentes façons, encore que les pressions sous Patrice Talon ne sont pas voilées. C'est des pressions physiques, c'est l'armée qui sort carrément, qui tire sur les gens, qui fait des bavures. Alors si on met cette pression-là de côté, que l'armée ne sort pas, qu'on ne va pas chez les gens pour dire on va venir te faire une révélation fiscale demain matin, qu'on n'appelle pas les gens pour dire tu sais que tu as un dossier, on va t'amener la criette. Si on met tout ça de côté, si on maîtrise le processus électoral, Patrice Talon n'aura même pas de députés. Très bien. À supposer que ces menaces soient réelles, ne sont-elles pas le ferment qui va pousser l'opposition à faire voter massivement les populations? L'opposition n'a même pas besoin de faire grand-chose pour faire voter les populations. Il suffit que les populations soient certaines que l'opposition va à l'élection et que plusieurs menaces n'ont plus pignon sur rue, et vous verrez ce qui va se passer. Ce sera un razzia. Et ce sera un razzia. Est-ce que vous, Richard Boni, si l'opposition, les partis de l'opposition qui sont aujourd'hui habilités à participer à cette élection, si l'un de ces partis vous appelle pour être sur sa liste, parce que vous êtes aujourd'hui une icône, vous êtes sur la toile, vous êtes connu, tout le monde sait votre philanthropie à l'endroit de vos compatriotes, allez-vous accepter? Parce que les lois vous permettent de rester même au Canada et d'être candidat au Bénin. Est-ce que vous allez accepter? Parti politique de l'opposition, je n'en vois qu'un seul. Ce sont les démocrates. Et quand je dis je n'en vois qu'un seul, c'est parce que je veux dire je n'en vois qu'un seul de crédit. Ce sont les démocrates. Je ne vois qu'un seul parti politique capable aujourd'hui de faire mouche, qui est représentatif de la société tout entière, qui aujourd'hui a à sa tête quelques leaders qui remportent encore l'adhésion de la population. Donc les démocrates, oui, ils ont pignon sur rue, et certainement que si certaines personnes me demandent de Richard Boni d'être candidat, ce serait une option que je mettrais sérieusement à réfléchir. Encore réflexion, vous n'allez pas acter automatiquement? Je ne suis pas obligé sur un plateau de télévision de vous dire, chez l'avocat Darou, que je serai candidat demain matin.
Et maintenant, quelles sont vos relations avec les responsables du parti Les Démocrates? Je suis en bon terme avec tout le monde. Je ne suis en guerre avec personne, même pas avec Patrice Talon. Donc, récemment, vous avez eu des couacs avec le président Boni Yayi. Est-ce qu'actuellement, il y a eu une normalisation de vos relations? Je n'ai pas eu autant de couacs avec le président Boni Yayi. Le président Boni Yayi, à un moment donné, a fait une promesse qui n'a pas été tenue. Laquelle? Et c'est l'effort de tous les Oui, hommes politiques. laquelle, par exemple? Il y a certainement eu des contingences. J'ai cru qu'en rentrant au pays, le président Boni Yayi aurait pu faire pression énorme sur Patrice Talon pour qu'au moins que Mme Rekiat Madougou puisse bénéficier, même pas qu'elle soit forcément libérée, mais qu'elle puisse bénéficier d'une sécurité juridique et que son cas soit réellement revu sous le sceau du droit, ce qui n'a pas été le cas, ce qui ainsi de même pour Joël Ivor, pour la jeune Nadine Okumassou et des centaines d'autres personnes. Est-ce que vous avez eu Boni Yayi au téléphone pour lui poser la question? Parce que il se pourrait qu'il fasse beaucoup de pression et qu'elle ne soit pas visible pour nous autres. Vous l'avez eu au téléphone récemment? Je ne pense pas que Boni Yayi, M. Boni Yayi soit le genre de personne qui fasse des pressions dans l'ombre. Je pense que M. Boni Yayi est le genre de personne qui agit avec beaucoup de bruit et beaucoup de mouvement. Alors que M. Boni Yayi fasse de la pression, aujourd'hui, dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui, le contexte politique tendu qui est le nôtre aujourd'hui, faire de la pression sur Patrice Talon et ne pas laisser fuiter 2 ou 3 choses, ça veut simplement dire que non seulement cette pression-là n'est pas en direction du bien-être des populations, mais que vous avez une mauvaise cellule de communication. Soupçonnez-vous qu'ils sont en deal, Talon et Boni Yayi? Tout est possible. Nous sommes en République populaire du Bénin. On a eu dit que l'ancien président Boni Yayi serait candidat aux élections législatives avec les conséquences que cela va tenir. Est-ce que vous partagez le même avis avec nous? Je pense que tous les citoyens béninois ont le droit d'être candidats où ils veulent, quand ils veulent, si la loi les permet. Le président Thomas Boni Yayi, candidat à Cotonou ou nulle part au Bénin, ferait l'effet que ça fera. Le mythe Thomas Boni Yayi demeure toujours. Et le mythe Thomas Boni Yayi a été amplifié par toutes les maladresses de Patrice Talon. Par conséquent, aujourd'hui, les Béninois ont certainement plus de sympathie envers Thomas Boni Yayi pour toutes les raisons que vous connaissez, le social, son empathie pour la cause des plus démunis, tous les mouvements qu'il est capable de faire et son humilité relative, même quand il était président. Alors pour toutes ces raisons, c'est certainement que les populations maintiennent toujours une forte sympathie et sont reconnaissants pour Thomas Boni Yayi. Je pense que c'est une des choses qui font que l'adhésion aux démocrates est encore plus abondante. Donc si Thomas Boni Yayi est candidat, je pense que ça donnera de l'insomnie à Patrice Talon et il doit, à sa place, je ferai en sorte qu'il ne soit pas candidat. Alors si le président Boni Yayi est candidat, c'est que Richard Boni sera candidat aussi si on l'appelait? Non, c'est pas parce que nous sommes Boni que nous sommes forcément candidats. Non, je ne sais pas. Non, mais je pense que malgré tout ce qu'on dit, je garde beaucoup de sympathie pour le président Thomas Boni Yayi. Et nous avons de très bonnes relations. Et mon téléphone est toujours ouvert. Je discuterai avec lui volontiers. Vous avez un message à l'endroit de vos compatriotes qui sont en prison? C'est le même message que je leur dis toujours. Non seulement j'ai eu à leur dire que leur position va avec le métier. Dans une démocratie imparfaite, quand vous choisissez d'être politicien, vous connaissez les risques. Et je pense que Joël Ivor connaît très bien les risques, il les a pris, il les a relevés d'ailleurs. De même pour Mme Madougou, qui, le jour de son arrestation, avait déjà prophétisé son arrestation, elle-même sa propre arrestation. Par conséquent, je lui ai dit, gardez le courage, on ne fait pas de bilan avant la nuit tombée. Et on est encore en plein jour. Alors, à l'étape où nous en sommes, si il vous est demandé aujourd'hui de faire un souhait pour la libération de Reka Madougou, Ivor et consorts, entre une loi d'amnistie votée par les acteurs parlementaires, fut-il de même bord, ou la grâce de la loi d'amnistie. Quel est votre choix? Oh,
moi je ne suis pas favorable à une loi d'amnistie parce que ça, non seulement ça légitimerait les députés qui sont là en ce moment, et je suis très défavorable à ça, mais je serais peut-être pour une grâce présidentielle. Mais dans l'un ou l'autre des cas, je pense que les compatriotes qui sont en prison ne finiront pas sortir. Comment? Comment? À quel Ils ne sont pas sortis. Il ne vous est pas, vous ne l'avez certainement pas oublié. Ça a été dit sur votre chaîne ici que moi aussi j'ai été en prison. Et je suis sorti, je suis devant vous aujourd'hui. Donc on finit par sortir. La prison n'est pas une fin en soi. On finit toujours par sortir. Et moi je pense sincèrement qu'ils sortiront, et ils sortiront plus grands que ça. Probablement, après cette élection législative où l'opposition aura la barricade d'avoir une bonne représentativité. Ça peut être après, ça peut être avant. Nul n'a la clé du destin. Tout peut arriver. Il y a une question qui allait m'échapper et j'allais le regretter d'ailleurs. Monsieur Richard Oluboli, vous êtes présent sur tous les forums. Vous êtes d'une grande générosité et qui envahit le peuple béninois avec satisfaction. Est-ce que vous n'avez pas des intentions d'être candidat en 2026, par exemple? Écoutez, je n'ai jamais arrêté d'être béninois. Et avoir une intention aussi noble que celle que vous venez de décrire pour son peuple, c'est le droit de chaque béninois qui remplit les conditions. Et au moment venu, si je remplis les conditions, je vais. Non, vous remplissez les conditions. Soyez plus clair. Richard Boni veut-il être candidat en 2026? Si vous voulez, est-ce que vous voulez que je sois candidat? Oh, nous les journalistes, ça ne vient pas de nous. Dans ce cas, j'attendrai ceux qui veulent que je sois candidat. Monsieur Richard Boni, nous sommes au thème de cet entretien. Quel est votre mot de la fin? Merci. Merci à vous deux d'être passés me voir ici, si loin. Je dirais que le fait de vous être déplacé jusqu'ici, de prendre certains risques relatifs pour aller me voir et me poser toutes ces questions, je dirais avec toute humilité que c'est la preuve que nous avons tous, et moi y compris, un rôle à jouer dans le destin de notre pays. Par conséquent, je voudrais demander au chef de l'État en premier, M. Patrice Talon, de lever un peu le pied sur la pédale, de permettre aux populations de s'exprimer, de s'introduire là où ils doivent s'introduire, et de leur permettre de mieux vivre, de revoir les chiffres du chômage, d'essayer de trouver des solutions et non des problèmes au quotidien des Béninois, de trouver des solutions à la crise, et de faire en sorte que le climat social soit plus apaisé. Ça y va de lui-même son propre bonheur. Et à l'endroit des populations béninoises, je dirais, tant qu'il ne fait pas nuit, il n'y a pas de bilan à faire. Et que nous sommes encore en pleine journée, donc l'espoir est permis. Mesdames et messieurs, chers amis internautes, ce sera tout pour votre émission Entretien d'Afrique qui a reçu pour vous Richard Boni. Il a ainsi participé au développement de sa nation en se prononçant par rapport à l'actualité de son pays. Si vous désirez faire comme lui, veuillez nous contacter aux différents numéros qui circulent au bas de cette émission. À très vite pour le prochain numéro.